Sur la méthode avec les futures ordonnances et puis sur le fond avec des changements sur la philosophie même du contrat de travail, notamment le CDI. Alors sur tous ces aspects, le débat avec de nombreux invités en notre compagnie. Emmanuel Macron va réunir le Parlement en congrès lundi prochain. Le président s'exprimera devant les députés et les sénateurs. Une prise de parole qui aura lieu à la veille du discours de politique générale du Premier ministre. Cette intervention du chef de l'État devrait donner le cap pour la suite. Elle pose néanmoins de nombreuses questions dont nous allons parler lors du match des idées avec Claude Posternac, fondateur de l'important.fr et Olivier Babot de la Fondation Concorde. Enfin, l'entretien. Mon invité est historien, spécialiste de l'enseignement et de la vulgarisation de l'histoire. Il a été durant de nombreuses années professeur. Il est l'auteur d'une quarantaine d'ouvrages. Dimitri Casali publie La longue montée de l'ignorance. Le grand entretien, c'est tout à l'heure. Voilà donc pour le programme. Merci de nous suivre. Le hashtag OVPL pour vos questions et réactions. Et avant d'accueillir mes premiers invités, voici le tour d'horizon de l'actualité du jour. Donald Trump a dit oui à Emmanuel Macron. Le président des États-Unis assistera au défilé du 14 juillet à Paris. Il a été invité hier par l'Élysée pour commémorer le centenaire de l'entrée des États-Unis dans la Première Guerre mondiale. Emmanuel Macron a par ailleurs annoncé qu'il ne se plierait pas à la traditionnelle interview présidentielle du 14 juillet. Je viens de rencontrer le président de la République. Nous avons abordé ensemble à la fois la décision qu'il m'a annoncée de réunir le Congrès, de parler devant le Congrès, ce qui est constitutionnellement, j'allais dire, dans les pouvoirs du président de la République. J'en ai pris acte. La réunion du Congrès ne ravit pas tous les parlementaires. En cause, la date choisie par le président. Le 3 juillet, c'est la veille de la déclaration de politique générale d'Édouard Philippe. Le président de la République s'adressera donc au Parlement avant son Premier ministre. C'est une vision des institutions qui est excessivement présidentialiste dans un régime parlementaire. Et moi, je pense que ça affaiblit le Premier ministre. Certains parlementaires ont annoncé qu'ils ne se rendraient pas au Congrès. D'autres attendent d'en savoir plus. Si c'est simplement pour écouter Monsieur le Président de la République, je trouve que c'est un peu léger que de réunir le Parlement en congrès. Si c'est pour qu'il y ait un débat de nature politique sur son projet politique, les choses peuvent s'examiner. À l'Assemblée nationale, elle avait 10 jours pour déposer un recours contre l'élection de Manuel Valls. Farida Amrani l'a déposé aujourd'hui au Conseil constitutionnel. La candidate malheureuse conteste la victoire de Manuel Valls dans la première circonscription de l'Essonne. Son équipe dénonce des irrégularités dans plusieurs bureaux de vote. Le recours n'étant pas suspensif, Manuel Valls reste député en attendant la décision du Conseil constitutionnel. Les rythmes scolaires, nous le savons, là aussi, ont généré des satisfactions et des insatisfactions. Pour aller de l'avant, ce que nous voulons, là encore, ça n'est certainement pas un retour en arrière. Dans la France de demain, il y aura encore évidemment des communes à 4 jours et demi et il y aura des communes à 4 jours. Ce que nous souhaitons, c'est des communautés satisfaites avec leur situation. Je rappelle qu'aucune étude ne montre la supériorité de 4 jours et demi sur 4 jours, ni de 4 jours sur 4 jours et demi. Les victimes de l'amiante dénoncent un scandale judiciaire. Le parquet de Paris requiert l'arrêt de l'instruction. Depuis 20 ans, des enquêtes pénales sont en cours contre des entreprises ayant exposé leurs salariés à l'amiante. Le parquet estime que les pathologies sont bien liées à cette fibre cancérigène, mais qu'il est impossible de dire à quelle date les salariés ont été intoxiqués. Cette conclusion pourrait conduire à un non-lieu dans une vingtaine de dossiers. économie. Bruno Le Maire annonce une concertation sur le dispositif des soldes. Le ministre de l'économie l'a annoncé ce matin à l'occasion de l'ouverture des soldes d'été. Une fois ces 6 semaines de démarque achevées, les acteurs du commerce seront invités à se réunir pour discuter de la date d'ouverture et de la durée des prochaines soldes françaises.
Des points sur lesquels les grands magasins et les commerçants indépendants ont des intérêts opposés. Dans l'actualité, les contours de la loi travail. Le gouvernement entre dans le dur du projet, sur la méthode d'abord avec les futures ordonnances dont nous allons parler, et puis sur le fond avec des changements sur la philosophie même du contrat de travail, notamment le CDI. Alors sur tous ces aspects économiques et politiques, le débat avec nos invités ce soir. Fanny Guinochet, bonsoir. Bonsoir. Journaliste à l'Opinion, vous couvrez notamment les questions politiques et sociales. Nous accompagne également Emmanuel Soufi, bonsoir. Bonsoir Sonia. Journaliste spécialiste des questions sociales. Christophe Dembicq, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste chez Saxo Bank France. Et Jackie Isabello, bonsoir. Bonsoir Sonia. Spécialiste de communication, notamment de communication des entreprises et cofondateur de l'agence Corioling. Alors mesdames, messieurs, avant d'entrer dans le vif de notre débat, je vous propose de nous arrêter bien sûr les contours du texte qui a été présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. On voit tout cela avec Cécile Sixou. C'était son baptême du feu, Muriel Pénicaud face à un parterre de journalistes pour présenter sa réforme du Code du travail. Et au menu, 3 grands objectifs. Le premier, clarifier les règles entre la loi, les branches et l'entreprise. Pour s'adapter au mieux aux spécificités de chaque entreprise, la ministre propose de redéfinir les rôles, ce qui ne laisse pas pour autant la place à une inversion de la hiérarchie des normes. Il n'y aura pas de code de travail par entreprise. Voilà, ça ni queue ni tête. Donc, il y a des moments où il ne faut pas aussi se faire, parce qu'on parle de principe d'aversion, on croit que tout est par-dessus tout. Non, la loi prime, simplement elle n'a pas vocation à connaître la réalité de chacune des 3 millions d'entreprises. Il y a des problèmes qu'elle ne peut pas régler, il y a des choses qu'on traite au niveau de la branche, des choses qu'on a au niveau de l'entreprise. Donc chacun a sa place. Deuxième objectif, simplifier et renforcer le dialogue social en généralisant par exemple la fusion des instances représentatives dans l'entreprise, comité d'entreprise, délégué du personnel et CHSCT. Enfin, le projet prévoit de sécuriser les relations de travail entre les employeurs et les salariés. La ministre entend notamment plafonner les dommages et intérêts au prud'homme, une manière de rassurer les employeurs et créer des emplois. Les consultations avec les syndicats devraient encore durer tout l'été. La CGT a d'ores et déjà annoncé une journée de mobilisation le 12 septembre. Alors, on va bien sûr parler du fond. Quand même, un mot sur la méthode des ordonnances. Fanny Guinochet, elle a suscité quelques inquiétudes. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ces crispations, elles sont légitimes? Elles sont légitimes, mais en même temps, Emmanuel Macron n'a pris personne en traître. La méthode des ordonnances, il en parle, il en a parlé pendant sa campagne, sur ce texte-là. Donc c'était attendu. Maintenant, je pense qu'il a pensé aux ordonnances en se disant qu'il n'aurait peut-être pas une majorité. Là, en plus, il a une majorité à l'Assemblée nationale. Donc c'est une façon d'aller vite. C'est une façon de ne pas retomber dans les débats qu'on a connus sur la loi El Khomri. Et même, je pense qu'Emmanuel Macron a été marqué par les débats qu'il y a eu sur son texte sur la loi Macron, qui a quand même fini par passer en 49.3. Donc c'est une méthode efficace, c'est une méthode qui est dans la Constitution, il s'en saisit. Et c'est vrai que ça fait des oppositions, mais finalement, il y a quand même aussi une concertation. C'est ce qu'essaye de mettre en avant le gouvernement avec les partenaires sociaux. Certains critiquent cette concertation, mais globalement, ce que l'on peut observer aujourd'hui, c'est que la concertation, elle apaise quand même les choses. Et puis, si on regarde, on va en parler ce soir, le contenu du projet, il y a quand même des choses qui sont apparues, on peut le penser, grâce à la concertation. Cet après-midi, on peut la croire ou pas, mais la ministre du Travail a dit « J'ai pris conscience qu'il fallait donner, sur certains points, la primauté aux accords de branche, donc les accords de secteur, sur les accords d'entreprise, alors que au départ, quand elle s'est lancée dans ce texte, avec Emmanuel Macron, on avait le sentiment que tout serait relayé aux accords d'entreprise. » On va parler de cela. Vous nous direz si elle a vraiment tenu compte de ces réunions de concertation qui vont être très nombreuses. Encore sur la méthode, vous pensez, Emmanuel Soufi, que le temps du débat va être vraiment préservé ? Oui, il l'est déjà au niveau des partenaires sociaux. C'est la grande différence, comme disait Fanny, avec la loi El Khomri, où on a eu, on n'a pas eu de concertation du tout, ou alors emballé, mais vite bâclé. Là, voilà, le dialogue, ça prend du temps, même si c'est dans un temps très resserré. Mais finalement, on leur demande en fait de nous donner la copie, alors qu'on ne peut pas l'avoir non plus, puisque elles sont tout est mis sur la table. Donc voilà, c'est le couvercle se soulève au fur et
à mesure de l'avancée des concertations. Mais sur la méthode, oui, c'est clair, il a tout annoncé dès le départ. Et forcément, ça peut déstabiliser un peu les médias, un peu aussi les politiques, parce que le texte, on l'a à la dernière minute, on l'a pas tout de suite, il y a des fuites, il n'y a pas des fuites, enfin bref. Donc du coup, voilà, c'est sûr qu'on est un petit peu dans l'attente, mais comme les partenaires sociaux, qu'ils soient syndicats ou patronaux, sont aussi dans cette attente d'avoir un texte définitif, mais on ne peut pas non plus tout figer dans le marbre si on laisse les gens s'exprimer. Voilà, c'est le principe. Mais malgré tout, vous l'avez dit, c'est un peu particulier, Jackie Isabello. C'est encore, même si on a quand même maintenant des points assez précis, un texte de généralité, là encore, aujourd'hui. On a évidemment, on voit les garde-fous, on voit un petit peu comment c'est délimité, mais le cadre reste très général encore. Donc là encore, ce soir, on va parler quand même d'un texte général. La concertation, normalement, ça sert à pouvoir préciser certains aspects. Hors plateau, avec Fanny et avec Emmanuel, on discutait de certains points du texte, à savoir quelle était la place qu'allait avoir l'accord de branche par rapport à l'accord d'entreprise. Si tout ça avait été totalement défini, ça va se dessiner ensuite en commission. Les parlementaires vont faire leur travail. À un moment, vous m'avez fait rire parce que je pensais que vous alliez dire tout dire avant pour tout faire après. Je me suis dit, elle ne va pas oser quand même reprendre ce slogan. Mais c'est vrai que pour terminer aussi sur la méthode, rappelez-vous, Hollande, la loi travail, dite loi El Khomri, elle n'était absolument pas dans son programme. Donc il l'a sorti un peu de son chapeau, comme un lapin du chapeau du prestidigitateur. Il l'a fait porter par quelqu'un qui a tout de suite été décrédibilisé chez Jean-Jacques Bourdin, puisque rappelez-vous de cette séquence sur le nombre de fois qu'on pouvait reconduire un CDD. Donc d'ores et déjà, l'autorité de la ministre était bafouée. Et on sait très bien que celui qui porte le texte, si son autorité n'est pas vierge, pleine et entière, il est dans l'incapacité totale ensuite de rentrer dans une négociation qui va passer un moment par une confrontation pour enfin mettre des décisions. Là, c'est des affaires qui entourent quand même la ministre du Travail. C'est pas le cas. Il y a quand même un autre climat. Mais après, son autorité technique à Madame Pénicaud, il est absolument pas remis en question. Elle a été DRH de Danone. Elle connaît ça plutôt pas mal. Donc ça, c'est un bon point pour eux. On va l'écouter justement, Christophe Damic, parce que la ministre Muriel Pénicaud, elle a dit ce matin sur RTL que dans ce domaine, eh bien, les Français veulent du changement. Vous nous direz si c'est vraiment le cas. On l'écoute. Cette réforme du Code du travail, je crois que, comme les autres réformes qu'on va faire, elle est attendue par les Français. Ils ont donné un signal clair de demande de changement. Et donc, voilà, on veut faire une réforme qui amène plus de dialogue social et économique, qui amène plus de liberté, plus de sécurité. C'est tout ça qui m'intéresse. C'est comment, in fine, le but, si vous voulez, c'est pas de faire une loi pour une loi. C'est quand la loi sera dans les faits, est-ce que les salariés, est-ce que les entreprises, est-ce que les Français vont dire oui, ça a apporté un plus. Voilà, c'est ça notre but. Alors, selon vous, il y a une volonté, un désir de changement vraiment dans ce domaine ? En tout cas, il y a la compréhension par tous les Français que finalement, ce qui a été fait au cours des dernières décennies, ça ne fonctionnait pas, puisqu'on a un taux de chômage qui le montre suffisamment bien, alors que beaucoup de pays européens, on comparera bien sûr aux Allemands, mais on peut comparer à des pays qui ont, disons, une performance économique un peu moins importante que l'Allemagne. On le voit assez bien, on a un reflux du fait de la croissance du taux de chômage. En France, on reste à des niveaux qui sont très élevés. Donc il y a la compréhension que dans tous les cas, il faut changer de méthode. Sur la méthode qui est employée, au niveau des ordonnances, après on peut toujours contester que ce soit pas ou insuffisamment démocratique, mais dans tous les cas, on a utilisé les ordonnances, par exemple, dans les années 90, sur la réforme des retraites, la fameuse réforme Balladur, et c'était synonyme d'efficacité. Donc le gouvernement, finalement, répond à une exigence populaire, sachant que tout était dévoilé, comme ça a été bien résumé, au niveau de la campagne électorale. Et surtout aussi, c'est un signal positif pour les investisseurs étrangers. Bien sûr, ils ne vont pas aller dans le détail de la réforme, mais globalement, la Commission européenne et les investisseurs étrangers ne cessent de pointer la nécessité de flexibiliser davantage le travail, et c'est à cette exigence-là, justement, que répond aujourd'hui le gouvernement. On a justement, vous employez le mot de flexibilité, Fanny Guinochet, on a beaucoup entendu ce mot de flexibilité, et on attend un petit peu de voir ce qui va en être de son pendant. La protection, la sécurité, cette fameuse flexi-sécurité, est-ce que c'est vraiment un tout harmonieux ? Alors, Muriel Pénicaud dit qu'elle fait une réforme en Rubik's Cube, avec plein de facettes. Et la première facette, c'est sûr, c'est la flexibilité. Alors, c'est ce qui va générer beaucoup d'inquiétudes, et c'est ce qui génère beaucoup d'inquiétudes aujourd'hui. Mais elle l'assume. D'ailleurs, elle a beaucoup insisté sur le contexte de la mondialisation pour expliquer qu'elle est nécessaire, cette flexibilité. Ça, pour le coup, elle l'assume. Après, ça va être compliqué, même si elle l'assume, de convaincre les Français, parce que la pédagogie sur le fait que, parce qu'on va mettre de la flexibilité dans le Code du travail, ça va créer des emplois,
Là, c'est assez difficile. Ça demande de détailler les choses. C'est un point très sensible. Et puis, il y a une bataille d'experts. En plus, il y a différentes études. Alors, vous avez certains économistes qui disent qu'au contraire, ça va ne servir à rien. D'autres qui vous disent, comme Jean Tirole, que quand même, si on flexibilise un certain nombre de points dans notre droit du travail, ça va faciliter les embauches. Donc, c'est vrai que là-dessus, il n'y a pas un consensus général, même si je pense qu'il y a un consensus sur des attentes de changement, il n'y a pas un consensus général sur le chemin qui est pris. Et ça, c'est vrai que ça va être la difficulté, pour le coup, du gouvernement, surtout que les mesures de sécurité, elles vont arriver après, puisque c'est la grande réforme de la formation professionnelle que promet le gouvernement, mais qui arrivera plutôt sur 2018. C'est l'assurance chômage qui va être ouverte aux démissionnaires et qui va être ouverte aussi à des gens qui n'y avaient pas accès, comme les indépendants, c'est pas encore très clair, les travailleurs non salariés. Mais ça va être dans un deuxième temps. Donc c'est vrai que le décalage de tempo va être assez difficile à gérer. Regardez cette une, parce que ce premier temps, avant d'arriver à cet autre train de réforme, eh bien, il y a une précarité qui est réelle et importante dans notre pays. Libération, contrat de travail, ma vie en CDD, alors que le nouveau gouvernement tend à favoriser les contrats à durée déterminée, eh bien, des actifs précaires témoignent de leur expérience. Ça, c'est une réalité aussi. Mais ça, on ne peut pas la contester. Et l'écueil, c'est que ces ordonnances pénico ne vont pas éviter cette précarité, cette vie en miettes. Enfin, ça, c'est évident. Et c'est même pas, moi, je vous dirais, c'est même pas un projet de lutte contre le chômage. Fanny le disait, les économistes sont très dubitatifs là-dessus. Il y a une étude de l'INSEE qui a montré récemment que si les entreprises ne recrutaient pas, c'est simplement parce que le carnet de commandes n'était pas au rendez-vous. C'était pas à cause du Code du travail. Mais c'est une réforme qui va permettre en fait d'assouplir le dialogue social, de permettre aux entreprises de trouver les règles qui sont les plus adaptées à leur marché, à leurs effectifs, à leur territoire. Mais c'est pas des ordonnances pour passer d'un taux de chômage de 10 à 5 d'ici le quinquennat. Et pourtant, c'est notre problème numéro 1. Bien sûr, mais c'est pas avec ça. Alors, il faudrait peut-être assouplir davantage le contrat de travail, mais là, la question, c'est plutôt de permettre en fait à des accords d'entreprise de supplanter le contrat de travail, mais sur de l'organisation du travail, par exemple, sur les horaires de nuit, sur le travail du dimanche, qui est déjà autorisé par la loi, mais pas sur la forme même du contrat. C'est important. Et éventuellement sur les motifs du licenciement. Là-dessus, ça m'étonnerait qu'il n'y aille pas plus loin que les motifs permis par la loi et qui permettent pas en fait aux branches, voire aux entreprises, d'assouplir les modalités. Mais restons juste sur le but quand même de la réforme. Christophe Demick, c'est bien qu'elle soit demandée, on l'imagine quand même par les chefs d'entreprise. Probablement qu'il y a une volonté de changement des Français, mais s'ils veulent ce changement, les Français, comme dit la ministre, c'est parce qu'ils attendent des résultats. Et des résultats, c'est quoi? C'est notamment le recul du chômage. Est-ce que vous faites partie des économistes qui pensent qu'elle peut avoir un impact? Alors, ce ne sera pas l'élément qui sera essentiel. En fait, je pense que le pari du gouvernement est assez simple. Aujourd'hui, on le sait, on est sur une phase de reprise économique. Tous les indicateurs le prouvent. Et surtout, la chance qu'on a, c'est finalement cette reprise, c'est pas juste en France, mais elle est globalement mondiale et surtout très accentuée en zone euro. Donc il faut l'accompagner, cette reprise. Il faut finalement la nourrir. C'est l'aspect de l'INSEE, c'est les carnets de commandes, finalement, le premier aspect. Mais derrière cela, il y a malgré tout quand même de la flexibilisation du marché du travail qui va être un choc psychologique, surtout du point de vue des investisseurs étrangers. Ça va être cet élément-là qui va avoir un effet. Après, ce qui est intéressant, c'est que bien sûr, il y a quelques études qui ont été menées sur la mise en place de mesures similaires en termes de flexi-sécurité. Et ce qu'on constate dans les pays nordiques, c'est souvent quand ça a été mis en place, dans les premières années, vous avez une hausse du chômage. Donc ça veut dire qu'on pourrait avoir finalement, dans un premier temps, un mécontentement de la population parce que finalement, c'est pas expliqué l'impact. En matière de formation professionnelle, on sait que quelqu'un qui suit une formation, dans les premiers temps, il peut voir assez fréquemment son salaire diminuer ou en tout cas sa situation ne pas s'améliorer. Moi, je suis toujours surpris d'une chose, parce que nous, les pauvres patrons de TPE, PME qui sommes les mains dans la glèbe toute la journée, on se pose souvent une question avec nos salariés: qu'est-ce qui vous effraie dans le CDD? Et il y a plein de choses qui sont effrayantes dans le CDD. Et il y a 2-3 points qui ressortent, mais le point essentiel numéro 1, c'est de dire, c'est pas la précarité, c'est le fait que quand on est en CDD,
votre banquier ne vous fait jamais confiance. Mais la réalité, dans c'est ces textes pas de loi, et il n'y a pas de limite. Moi, ce qui me surprend, c'est de dire aujourd'hui, en économie, on parle de politique de l'offre, de politique d'économie de l'offre, d'économie de la demande. On ne parle pas de politique de l'offre ou de la demande. Là, aujourd'hui, que le ministère de l'économie, à côté d'une loi sur le travail, se dise le CDD, il faut le sécuriser et il faut permettre aux gens qui sont en CDD d'avoir un prêt pour acheter un logement. Il faut cesser les cautions exorbitantes quand on est en CDD parce que les gens qui cherchent un appart à Paris, on leur demande des cautions exorbitantes et si le voisin, il est fonctionnaire, eh ben c'est lui qui aura l'appartement. Et toutes ces choses-là, qui sont des choses qui sont réclamées à nous, qui nous sont avancées, notamment par les jeunes, lorsqu'on recrute, eh bien ces choses-là ne sont pas traitées. Sonia, je vais vous faire une confidence, j'espère que vous m'en tiendrez par rigueur, mais le matin, entre chefs d'entreprise, quand on se croise, on se dit pas, tiens, est-ce que ça t'obsède pas l'inversion de la hiérarchie des normes? Parce que moi, franchement, ça pourrit un peu mon week-end. Non. Par contre, de donner des réponses à des jeunes qui nous disent, bah, je préférais que vous m'embauchiez en CDI parce que moi, le CDD, je ne peux pas sortir de chez mes parents, je ne peux pas prendre un crédit, etc., etc. Et cette espèce de boucle permanente de la précarité, elle est là. Ben là, on est dans le concret. 85% des embauches à l'heure actuelle se font en CDD. La masse de la population active est embauchée en CDI, encore majoritairement à 90%. Mais le flux des embauches, 8 embauches sur 10, se fait en CDD. Mais c'est d'où l'idée de Pénicaud de faire un CDI de chantier ou de projet avec le non-CDI, justement, en espérant, je pense, derrière l'intention, c'est que le salarié a le CDI et peut aller voir pour un logement ou son banquier avec l'intitulé CDI, mais le CDI de chantier ou de projet, ça sera un CDI qui s'arrêtera au moment où le chantier sera terminé. Il n'y aura pas vraiment de durée. Donc je pense que pour le coup, cette proposition-là va être très très difficile à faire adopter sur ça, c'est par l'opinion parce que en plus c'est très très concret. Autant l'inversion des normes, l'accord de branche sur l'accord d'entreprise, bon c'est quand même des trucs très techniques, d'experts, mais là savoir si vous avez un CDD ou un CDI, si vous êtes embauché sur 2 ans, 4 ans ou en tout cas de façon plus durable, ça touche le quotidien des Français. On va juste préciser. Juste un témoignage. On a sans doute des gens qui ont fait du cabinet ministériel qui nous regardent ce soir parce que Comme les vous. gens aiment Public Sénat. Demandez-leur, qui nous appellent, qui nous envoient des mails, le nombre de ceux qui travaillent au service de la France et qui se sont vus répondre le samedi par leur banquier, d'accord, ok, tu travailles dans un ministère, mais c'est précaire un CDD et en plus ton ministre est révocable ad nutum. Donc ça veut dire que le CDD on ne peut pas le casser alors qu'un contrat au service de la France ça peut se casser du jour au lendemain si le ministre démissionne. Dites-leur de nous appeler et vous allez voir les témoignages, même des gens qui ont des postes très importants. Appelez-nous ou témoignez sur les réseaux sociaux avec le hashtag même sur les chaînes de télé, tous les contrats de chaîne. On va s'arrêter justement. Fanny donc, a parlé, Guy Nochet, de ce CDI de projet, de chantier ou de mission. Qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que ça peut changer la philosophie même de ce contrat de travail à durée indéterminée qui, il faut le dire, c'est un totem quand même dans notre société, c'est un marqueur. Eh bien, on voit tout ça avec Julien Desvagues. C'est la nouvelle arme du gouvernement pour lutter contre le chômage, le CDI de projet. Ce nouveau contrat permettrait à l'employeur d'embaucher un salarié pour une mission particulière. Concrètement, le salarié signe pour une durée indéterminée. Le contrat n'est pas limité dans le temps, il ne touche donc pas de prime de précarité. Mais dès que sa mission est terminée, l'employeur peut mettre fin à la collaboration sans motif réel et sérieux. On comprend que l'intention du gouvernement à ce stade est précisément d'adosser ces contrats sur la réalisation de projets. Donc, à contrario, ça veut dire que pour la vie de tous les jours d'une entreprise, le CDI doit rester la norme. Mais pour les syndicats, justement, ce nouveau type de contrat pourrait servir à remplacer les traditionnels CDI. Cette réforme, réclamée depuis longtemps par le MEDEF, existe déjà dans le secteur du BTP. Le gouvernement parle de flexibilité, la CGT, elle, plutôt de précarité. C'est clair que c'est une ligne rouge pour la CGT et donc on informe, on développe les échanges avec les salariés qui vont être les plus exposés. Puis la seule solution, évidemment, c'est de construire une mobilisation importante. Reste à savoir quels secteurs seront concernés par ces nouveaux types de contrats. Alors qu'est-ce que vous en pensez, Christophe D'Amiec? Parce que la crainte des syndicats, c'est que ce CDI de projet ne finisse par remplacer le CDI qu'on connaît vraiment. Il va tellement être élargi qu'il va prendre la place du vrai CDI.
Non, ça, très clairement, c'est extrêmement peu probable, tout simplement parce que politiquement, ça va être très dur à faire passer, premièrement. Ce qu'il faut bien voir avec ce CDI de projet, c'est qu'il est de chantier, plus exactement, aujourd'hui, c'est ce qui existe. Il existe bien sûr dans le secteur du BTP, mais par exemple, dans certains secteurs, c'est très peu répandu, mais au niveau des paysagistes, ça peut exister. Le problème, c'est que c'est une certaine forme de précarité. C'est toutefois moins précaire que le CDD, parce que notamment dans ce qui existe aujourd'hui, dans le CDI de projet, vous avez comme dispositif, notamment en termes de convention collective dans le secteur du BTP, il est prévu que l'employeur essaye de recaser son employé à la fin de sa mission. Et autre point qu'on ajoute à cela, l'employé qui a fini sa mission a une priorité au retour à l'emploi pendant 1 an. Donc vous voyez, vous avez effectivement à la base un CDI qui n'est pas spécialement le plus protecteur, mais les conventions collectives ont fait le travail pour protéger. Donc c'est un entre-deux très très clairement entre le CDD et le CDI. Mais quand même, on touche, Emmanuelle Sophie, à un totem qui est important. Comment d'abord le faire passer politiquement, et puis deuxième chose, est-ce que, non pas qu'il va remplacer le CDI, mais est-ce que les syndicats vont pouvoir aussi porter ce point-là ? Il y a déjà eu quand même une petite reculade de la part du gouvernement, parce qu'initialement, il voulait quand même permettre aux entreprises de pouvoir tester ce contrat de chantier à titre expérimental. Donc là, on aurait ouvert un peu la boîte de Pandore en disant aux entreprises, si vous voulez, et si vous avez besoin en fonction de vos métiers, de vos effectifs et de vos business, de faire du contrat de chantier, allez-y, c'est bon, vous pouvez le faire. Là, ça a été quand même plus, je ne vais pas dire cadenassé, mais en tous les cas, ça va être piloté par les branches, donc par les secteurs professionnels. Et dans les secteurs, donc si on prend par exemple, je sais pas, le secteur de la presse, allez, ou le secteur de l'audiovisuel, ou le secteur informatique, ils peuvent déjà en faire un. Mais voilà, c'est les secteurs qui vont avoir la possibilité de négocier, et donc comme vous disiez, d'avoir des garde-fous, parce que le contrat de chantier, à la différence d'un CDD, quand vous partez, la prime de précarité, qui représente quand même une certaine somme, vous ne la touchez pas. Donc c'est aussi une façon de paupériser aussi le titulaire de ce sous-CDI par rapport à un vrai CDI. Donc ça va se négocier au niveau des branches. Il va falloir trouver des partenaires donc, du côté de la table pour négocier et aménager ces contrats. Et ça, dans des branches où certains syndicats sont assez forts, etc., c'est pas sûr qu'ils trouvent des interlocuteurs pour signer ce genre de choses. Ou alors, ça va être en échange d'autres avancées pour les salariés. Parlons de ces partenaires. On va s'arrêter sur les syndicats. Jackie Isabello, pour le moment, le gouvernement négocie avec habileté et pour cause. On n'a que les contours du texte. Pas de 3e tour social prévu, si ce n'est quand même une manifestation à la rentrée à l'initiative de la CGT. On va regarder cette une du Figaro. Vous allez me dire si vous êtes d'accord avec ce titre. Loi travail, Macron mise sur la neutralité des syndicats. Mais dites-nous, quel intérêt aurait-il à être neutre, les syndicats ? S'il y a quelque chose qu'ils savent extrêmement bien faire, c'est évaluer le rapport de force présent. Les syndicats, c'est des professionnels de la négociation. Vous savez que lors des tables rondes, on négocie le bout de gras calmement. Et dès qu'on ouvre les portes feutrées du ministère, face aux médias, on adopte une autre posture. Donc c'est des gens qui sont vraiment très très bien formés à ça. Et ils savent pour l'instant que Emmanuel Macron et son gouvernement sont forts dans l'opinion. Et que les gens ont envie de voir s'appliquer des réformes, et notamment dans ce domaine-là, parce que quelle que soit la masse du Code du travail et de toute la réglementation, on continue avec 6 millions de chômeurs et 9 millions de pauvres. Donc, ils savent très bien que les gens attendent Donc, pour l'instant, c'est assez patelin. Ils regardent ça. Ils feront avancer leur position. On parlait tout à l'heure de la position de M. Mailly, qui d'habitude est quand même pas le dernier à râler. C'est pas Martinez, mais... ce recentrage et là, je le trouve assez mondain, je le trouve assez propositionnel. Donc, ils évaluent l'état des forces en présence et ils se disent, si nous sortons réduits en miettes d'une réforme qui sera soutenue par les Français, ça n'est pas bon pour l'expression des forces syndicales et notamment l'expression de leurs forces syndicales dans le paysage politique. Ils savent qu'ils auront du mal à mobiliser et ils savent aussi, parce qu'ils ont en tête la loi travail de l'année dernière, la loi El Khomri, que ça a été douloureux. Il y a eu, je crois, 14 manifestations pour, au final, très violentes, avec des affrontements avec les CRS, etc., pour au final... très très peu de résultats. Donc ils savent que mobiliser comme ça, c'est très difficile. Maintenant, Emmanuel Macron a quand même besoin qu'il y ait un peu d'opposition, parce que sinon, on dira sa réforme, elle est passée comme de rien, c'est une réformette, finalement, dans les faits, personne ne s'oppose vraiment. Donc c'est un jeu de dupes
c'est un jeu qu'il faut trouver. Il faut trouver le bon curseur. Mais plus que l'opposition des syndicats, je pense que le gouvernement a surtout intérêt à faire très attention à l'opposition citoyenne. Et l'année dernière, la réforme El Khomri, la mèche, elle est partie d'une pétition. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu plus d'1 million de signataires. Et là, pour le coup, c'est reparti. C'est même collectif. Alors, auquel c'est intéressant. Donc déjà, il y a du mouvement. C'est reparti. Et il va y avoir il y a de nouveau une pétition. Il y a des choses sur les réseaux sociaux. Tout ça va essayer de s'agréger pour le 12 septembre avec la CGT. Mais finalement, plus que la CGT, ça risque d'être ces collectifs citoyens qui prévoient en plus de faire des événements sur les réseaux, sur Facebook, des soirées, décryptage de la loi. Il y en a une hier, il y a eu 30 000 personnes qui se sont connectées et ils vont essayer de les décliner localement sur le territoire. Là, je pense que le risque, il est vraiment là avec des argumentaires très très durs et très simples, très concrets. Fanny Guinéchet qui veut profiter, ou en tous les cas surfer, si je peux dire, sur cette coagulation, s'il y en a des mécontentements ou des crispations, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a vraiment déclaré la guerre à ce projet. On va l'écouter. Le leader de la France Insoumise était l'invité de la matinale d'Europe 1. Je veux que tout le monde arrive à comprendre qu'il s'agit de renverser tout l'ordre public social de notre pays par ordonnance. Et alors même qu'il y a une stratégie du secret de la part du gouvernement qui aura attendu jusqu'à aujourd'hui pour faire connaître un texte sur lequel on puisse discuter, s'exprimer, et on l'examinera très bientôt à l'Assemblée, et qui va rester un texte de généralité sur lequel il sera impossible de discuter le contenu de la réforme du Code du travail. Non, mais ceci doit être dit pour que les Français l'entendent. Alors après, évidemment, ça ne peut pas se limiter à l'opposition parlementaire. Nous allons jouer notre rôle, nous serons dans la rue. Voilà. Opposition parlementaire, bataille politique et bataille de rue également, Jacky Isabello, avec le premier d'entre eux, Jean-Luc Mélenchon, qui compte bien profiter, entre guillemets, ou en tous les cas vraiment se saisir de ce texte. Vous vous rappelez de ce jeu dans ce film La Boum où la vieille grand-mère faisait des alliances. Jean-Luc Mélenchon, c'est le fils naturel de Jacques Prévert et de Lénine, c'est-à-dire qu'il fait de l'agite-prop. Et donc cette agitation propagande, elle passe par des mécaniques rhétoriques. Mes petites camarades qui disaient mais non, c'est pas vrai. C'est-à-dire que Mélenchon se fout royalement de la vérité. Il sait qu'il a une audience et cette agitation propagande est faite pour agréger des mouvements qui, pour l'instant, ne sont pas sûrs de leur protestation, des mouvements qui peuvent se développer chacun dans leur coin. Et lui, il sait très bien que dans le domaine social, rien n'est jamais acquis et que ça peut coaguler à un moment et que ça peut prendre et que ça peut se déclencher sur une erreur de confrontation dans la rue avec la police, sur une mesure mal interprété ou qui a été rajouté en commission et qui peut laisser entendre qu'il y a un agenda caché. Donc lui, en s'inscrivant comme ça, en héritier de ces gens qui font ça depuis toujours, il est dans son rôle. Il dit pas beaucoup de vérité, mais il est entendu comme étant celui qui peut porter la contradiction et pourquoi pas faire chuter Mme Pénicaud. Vous dites, je vous laisse responsable de vos mots, qu'il dit n'importe quoi selon vous, mais il peut se faire aussi le porte-voix, le porte-parole des précaires dont on parle, des sans-voix et de tous ceux qui, peut-être en écoutant ce débat ce soir, se disent mais moi je suis de l'autre côté de la barrière et je vais rester dans ma précarité alors qu'on nous dit que c'est bon pour l'Europe, que c'est bon pour la France. Et c'est surtout qu'il parle à la jeunesse, à la grande différence de la CGT, de FO, de la CFDT, qui parle aux actifs, plutôt sédentarisés, même c'est leur problème, parler aux précaires et aux plus jeunes. Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise est suivi par beaucoup de jeunes et c'est les jeunes qui se mobilisent. Et si il étincelle, et qui vont voté pour lui et puis qui sont capables de descendre dans la rue et qui sont très investis sur tous les réseaux sociaux. Et à partir du moment où vous aurez la Fidèle, tout un tas de structures étudiantes, d'organisations de jeunesse qui commenceront, voyez, un peu à s'agréger les unes avec les autres, comme ça s'est produit l'année passée sur la loi El Khomri. Là, les mèches, vous les avez. Et ça, je pense tout à fait que Jean-Luc Mélenchon n'hésitera pas du tout à souffler dessus. Et d'ailleurs, pour poursuivre, ça n'est pas innocent que le gouvernement tienne absolument à ce calendrier, même s'il l'a un petit peu élargi sur le mois de septembre. Il veut terminer, passer son texte en Conseil des ministres le 21 septembre. C'est avant que tous les jeunes, que la rentrée universitaire soit faite, parce que sur la loi El Khomri,
Malheureusement, on peut le dire, c'est pas, ou heureusement, je ne sais pas comment il faut le dire, mais en tout cas, ce ne sont pas les mobilisations syndicales qui ont fait flancher le gouvernement et fait reculer le gouvernement Valls sur le texte. C'est quand les jeunes s'en sont mêlés, qu'ils étaient dans la rue. Alors les organisations, effectivement, l'UNEF, les syndicats étudiants et puis même des mouvements complètement épars, où là, ça fait toujours peur au gouvernement parce que c'est des populations qu'il est très difficile d'encadrer, qu'il est très difficile de prévoir. Vous avez, contrairement aux syndicats où finalement vous avez quand même des leaders, des services d'ordre, vous avez des choses qui sont encadrées. Donc l'idée du gouvernement, c'est d'éviter que s'agrègent toutes ces contestations et notamment la contestation de la jeunesse. Christophe Dominique, est-ce qu'il y a dans ce texte, dans les contours dont nous avons parlé justement, un message à l'adresse de ces jeunes ? Est-ce que cet après-midi, lors de sa conférence de presse, la ministre a quand même parlé, c'est elle qui souffre beaucoup de cette précarité, est-ce qu'elle s'est adressée à cette jeunesse ? Alors en tout cas, il n'y a pas de message explicite, il n'y a surtout pas de mesures destinées spécifiquement à la jeunesse. Il y a simplement le constat qui va effectivement finalement s'adresser aux jeunes, qu'on est sur une société où vous allez avoir des changements en termes de robotisation, numérisation, changement des attentes en termes de travail, changement de structure du travail. Elle n'est pas allée jusqu'à dire qu'on n'aura certainement plus des périodes de forte croissance, mais de plus en plus d'économistes le considèrent, et je vais également dans ce sens-là. Donc, c'est-à-dire que la génération des baby-boomers qui a bien profité de la croissance, qui a eu aussi de l'inflation pour réduire la hausse des prix de l'immobilier, tout ça, on ne l'aura pas. Donc, le problème, c'est qu'il n'y a pas de message derrière de la part du gouvernement pour essayer d'éteindre un incendie social qui, dans tous les cas, éclatera à un certain stade au mois de septembre, même si ce sera finalement relativement tardif. La vraie question, c'est surtout de communiquer sur les mesures. Qu'on soit d'accord ou pas, par exemple, avec la loi El Khomri, le fait est qu'il y a eu des gros couacs en termes de communication, et vis-à-vis des jeunes, c'est un élément qui est essentiel aussi. Il faudra davantage communiquer pourquoi on fait ce type de mesures pour vous, et pourquoi finalement vous ne pouvez pas avoir les avantages qu'ont eu vos aînés, tout simplement parce qu'aujourd'hui la structure économique n'est plus aussi favorable. Et là, vous avez mis en évidence quand même une fragilité, c'est-à-dire que s'il n'y a pas une adresse vis-à-vis de cette jeunesse, dont on sait que parfois il suffit de souffler sur les braises pour que... Mais après, c'est la troisième facette du Rubik's Cube. Donc je suis désolée, mais c'est une expression que la ministre emploie de plus en plus. Donc la troisième phase, ça va être la réforme de l'apprentissage et de l'alternance. Donc, Oui, mais étalée sur le temps. Je suis bien d'accord. La vision de ce temps long du quinquennat. Et le problème, après, on l'a dans l'exposé des motifs du projet de loi d'habilitation, où ils expliquent que voilà, on est dans un monde en mutation, qu'il faut plus de souplesse, que on aura on aura plein de statuts différents dans notre vie, etc. Mais c'est évident que, de toute façon, pendant la campagne, qui a parlé à la jeunesse ? Bonne question. Jacky Isabello, c'est aussi, on le dit souvent, mais c'est un vrai test pour le gouvernement. C'est-à-dire que là, on est dans un moment où les vents sont vraiment porteurs pour ce duo exécutif Macron-Philippe. On est au moment où il y a une légitimité des premiers temps qui est très importante. C'est maintenant. Oui, et puis c'est la première grande réforme attendue, après une séquence politique bardée d'affaires, avec un début de quinquennat d'Emmanuel Macron à nouveau pollué par les affaires. Donc celle-là et puis la loi sur le terrorisme, c'est deux belles séquences pour voir si la méthode Macron et la méthode Philippe sont des méthodes qui peuvent fonctionner. Après, sur la jeunesse, rappelons-nous que par expérience, quels que soient les objectifs des gouvernements, dès lors qu'on s'attaque au problème du travail des jeunes, et on sait que le chômage chez les jeunes est très important, eh bien ça se retourne très fréquemment contre le gouvernement. Lors de la loi El Khomri, rappelez-vous de cette mobilisation qui était baptisée « On vaut mieux que ça », avec ce hashtag qui avait agrégé toutes les acrimonies à l'endroit des entrepreneurs. Moi, je sais qu'on avait été tous, mais catastrophé, on s'est dit on passe vraiment pour les grands méchants, alors que honnêtement nous on aimerait améliorer les choses aussi. Dès qu'on touche au travail des jeunes, puisque c'était mon message, quels que soient les intérêts du gouvernement, de faire fonctionner la machine un petit peu mieux, eh bien ça se retrouve très fréquemment contre celui qui l'a émis. Donc est-ce que c'est pas la bonne méthode de pas trop l'appréhender dans ce texte-là et puis de le travailler sous un angle très technique, apprentissage, formation professionnelle? En même temps, sur la loi El Khomri, il y avait eu la garantie jeune, qui est un dispositif qui est très favorable aux jeunes, qui fonctionne très bien. Et là, c'est vrai qu'on peut se dire qu'il y a tout un tas de mesures très flexibles, très pro-patronales quand même, et que de l'autre côté, les sécurités
sécurités qu'il y a, c'est des sécurités pour les salariés ou en tout cas des sécurités techniques, mais il n'y a pas une mesure sur laquelle le gouvernement pourrait s'appuyer, pourrait communiquer, pourrait convaincre symboliquement pour dire aux jeunes, regardez, on va faciliter votre insertion, on va faciliter le fait de trouver un travail, le chômage des jeunes va baisser grâce à cette mesure. Il n'y a rien en leur direction. Et ça risque d'être très compliqué pour l'exécutif. Eh bien, on aura l'occasion d'en reparler. Merci en tous les cas pour ce débat et vos analyses respectives. Merci à vous. La suite de votre émission, Emmanuel Macron va donc réunir le Parlement en congrès. Ce sera lundi prochain. Cette intervention du chef de l'État devrait donner le cap pour la suite. Elle pose néanmoins de très nombreuses questions dont nous allons parler lors du match des idées dans quelques instants. Il va opposer Claude Posternac à Olivier Babot. À tout de suite. On ne peut même plus laisser maintenant les fenêtres ouvertes. On est littéralement asphyxiés. Dans les années 50, pour la première fois, commence à faire des mesures de la qualité de l'air. Le pétrole, on s'en fout. L'énergie, c'est nous. Moi, c'est 69, ma date. D'accord. Je peux dire, c'est quand l'homme a mis le pied sur la Lune et qu'on a pris des photos de la Terre. Vous mettez votre mouchoir sur le pot d'échappement d'une voiture diesel, vous le sortez, il est complètement noir. Et au fond, est-ce qu'il ne faut pas carrément un réaménagement complet de la politique urbaine pour avoir un air plus pur? L'info dans le rétro. Paris, ville polluée. Paris, ville asphyxiée. Vendredi à 23h sur Public Sénat. Il y en a 11. Si dans les 11, il n'y en a pas un qui vous convient. Donzy, c'est la petite bourgade rurale, un peu plus de 1600 habitants. Depuis 1981, donc, la commune de Donzy a la particularité de voter comme la France. Le résultat du candidat élu ici à Donzy et les pourcentages qu'il obtient ici à Donzy sont exactement les mêmes que celui qu'il obtient aux élections présidentielles. Je pense qu'on fait partie de la classe moyenne. Mais pressé comme un citron. Quand j'ai tout retiré, il me reste à peine 50 € par semaine. Je me demande si les ruraux ne votent pas Le Pen pour faire chier les urbains. La jeunesse s'est perdue aujourd'hui dans la campagne. Je pense que beaucoup de jeunes ne savent pas quoi voter. Mais normalement, c'est Macron qui doit gagner. Le choix de Donzy, samedi à 22h sur Public Sénat. Et bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant. Nous sommes en direct. C'est votre émission. On va plus loin pour évoquer bien à présent la communication et la stratégie sous la présidence d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État a donc choisi de réunir le Parlement en congrès à Versailles. Un choix très commenté à la veille du discours de politique générale du Premier ministre. Et de manière plus générale, c'est une communication tout en maîtrise, une stratégie très millimétrée dont nous allons parler avec nos invités ce soir. Claude Posternac, bonsoir. Bonsoir. Fondateur de l'important.fr. Avec nous également Olivier Babot, bonsoir. Bonsoir. Professeur, représentant de la Fondation Concorde. Messieurs, avant d'entrer dans le vif de notre match, retour sur la communication du président et sa décision aujourd'hui de réunir le Parlement en congrès. On voit tout cela avec Julie Hulin. Ce sera donc le 3 juillet prochain. Moins de 3 mois après son élection, Emmanuel Macron a décidé de convoquer le Parlement en congrès à Versailles. Un exercice rare mais surtout un symbole qu'il souhaite renouveler chaque année. Depuis sa prise de pouvoir, le nouveau président a choisi d'adopter une posture solennelle et grave, imposant aux médias une parole rare et très structurée. Une photo de famille interdite de caméra, des journalistes tenus à l'écart de la sortie du Conseil des ministres, aucun commentaire sur les départs du gouvernement. Emmanuel Macron se méfie de la presse. C'est lui et seulement lui qui raconte son histoire. Un match de boxe pour la candidature des Jeux Olympiques. Un selfie avec Schwarzenegger. Il entretient l'image d'un président jeune et dynamique, en phase avec son temps comme un certain Barack Obama. Sa communication verrouillée séduit autant qu'elle agace. Celle d'un président qui imprime sa marque et évite les sujets qui fâchent. Mais jusqu'à quand ? Voilà, et depuis la confirmation tout à l'heure de cette prise de parole du président devant le Parlement en réunion en congrès, eh bien, il y a eu une cascade, vraiment une avalanche de réactions. Certains dénoncent Claude Posternac le coût de cette réunion, d'autres l'intérêt même de cette réunion, d'autres encore la mise en scène avec la concentration des pouvoirs. Qu'est-ce qu'il faut en penser ? Moi, je suis extrêmement surpris que les gens découvrent que le président de la République va s'adresser à travers le Parlement à la nation. Il s'y était engagé. C'était dans son programme en disant tous les ans je viendrai
face au Parlement, expliquer quelle est la démarche de ma politique. Alors, ce qui change aujourd'hui, c'est que pendant toute la campagne, on nous a beaucoup parlé de la 6e République. Le président de la République, lui, il est très à l'aise dans la 5e République et justement, il veut réhabiliter cette 5e République, c'est-à-dire il a redéfini très précisément les caps, c'est-à-dire le cap du président, c'est de présider et donner les orientations et le rôle du Premier ministre, c'est d'appliquer ces orientations et de trouver les moyens qui permettent de faire avancer la politique. Alors, moi, je suis très surpris puisque c'est annoncé, il va le faire. Et puis, je rappelle que François Hollande, lorsqu'il était au pouvoir, il a répété à chaque intervention, je me rappelle, il faut garder le cap. Le président Hollande, il fallait garder le cap. Et les journalistes disaient, mais il faut qu'ils définissent le cap. Exactement. Donc ce cap, on ne savait pas si c'était Lille, Quimper ou Marseille. Ce que va faire le président de la République, c'est justement dire quels sont ses objectifs et vers quoi il faut aller. Et après, le rôle du Premier ministre, c'est de les mettre en application. Dans une entreprise, ça s'appelle très simplement, d'un côté, il y a un cap qui s'appelle la stratégie, et de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle la stratégie des moyens. Donc la stratégie, elle appartient au président, la stratégie des moyens appartient au Premier ministre. Selon vous, il y a une répartition des rôles, on va en parler, puisque tout cela va intervenir à la veille de ce discours de politique générale. Vous entendez, Olivier Babot, il y a en gros deux visions ce soir. Il y a ceux qui disent concentration des pouvoirs, mais attention, vers où va-t-on? Et ceux qui disent, comme Claude Possin, qui y en a aussi, qui disent, mais il occupe pleinement le costume de la 5e République, tout simplement. Oui, je crois qu'il faut quand même le répéter. Emmanuel Macron est rentré dans cette 5e République, dans cette constitution de 1958, avec une facilité absolument incroyable. Il faut rappeler que cette constitution est formidablement monarchique. Le président a le droit de grâce. Je veux dire, franchement, ça paraît aujourd'hui complètement lunaire. Il a le droit de grâce, on ne sait pas pourquoi, Nico. Il a le droit de grâce. Et il est prévu qu'il peut se parler devant le Congrès, mais attention, il n'y a pas de débat en sa présence. C'est totalement Louis XIVien, c'est-à-dire qu'à aucun moment, on ne peut discuter avec le président. On ne discute pas avec le président, il a une posture complètement, effectivement, divine, éthérée, et cette espèce de sens du sacré. Vous savez, il y a c'était ce fameux livre de Kantorowicz sur les deux corps du roi, en 1957, je crois. C'est bien cette idée-là, c'est que le président français, il est plus tout à fait un homme, il est aussi quelque part une fonction, et il est plus que lui-même, et son attitude doit incarner cela. Quelque part, il est totalement dans cette 5e République, il est en accord, on peut pas totalement contester. Que n'aurait-on dit si c'était un exemple, un président venant des rangs de la droite? Que n'aurait-on dit sur cette prise de décision? Oui, sans doute. C'est là qu'il est extrêmement Vous le reconnaissez? Non, mais c'est la force d'Emmanuel Macron aujourd'hui d'avoir fait complètement exploser le système. Je vous rappelle qu'il avait écrit un livre qui s'appelle Révolution. Les gens disaient, mais c'est quand même un peu culotté de parler de révolution lorsqu'on est Emmanuel Macron. Voilà, c'est une recomposition. Hein. Alors, c'est une révolution. Et ce qui a précédé la recomposition, c'est la décomposition. Il y a deux corps en forte décomposition. C'est le corps du Parti socialiste, s'il reste encore un peu de corps. Et puis de l'autre côté, l'autre décomposition au niveau des Républicains. Je rappelle quand même, c'est une évidence, mais il faut toujours quand même le rappeler, au premier tour de l'élection présidentielle, les deux partis de gouvernement ont disparu. Et c'était quand même un événement. Sur Emmanuel Macron, concentration des pouvoirs. Très bien, vous dites que c'est l'essence, l'ADN même, la nature de la 5e République. Mais à trop concentrer les pouvoirs, quand les vents sont porteurs, tout va très bien. À un moment, si les vents se retournent, est-ce que ce n'est pas dans ce cas-là, justement, des pieds d'argile, de savoir cette concentration des pouvoirs? Pas de paratonnerre, car le Premier ministre, là, semble un petit peu je ne partage pas tout à fait votre avis. C'est une question, point d'interrogation à la fin. Voilà, donc moi je pense qu'on va se retrouver dans une situation qui est une situation où le Premier ministre sera responsable. Je rappelle que le président de la République avait, dès le départ, indiqué que tous les ministres du gouvernement devront s'engager chaque année par rapport au bilan qu'ils ont fait. Et celui qui ne sera pas dans les cordes, c'est comme du management, devra partir. Donc c'est quand même des méthodes de travail qui sont radicalement différentes. C'est-à-dire, ça mélange des genres. Vous avez un cadre qui est la 5e République, qui a quand même un gros avantage. C'est un cadre qui vous apporte de la stabilité. Et on a besoin de stabilité. Vous avez vu comment ça bougeait dans les extrêmes, à l'extrême droite et à l'extrême gauche. Bon, on s'est pesé, on a échappé au populisme, alors que certains pays sont tombés dans le populisme. Ça, c'est le cadre de la 5e République. À côté de ça, Emmanuel Macron apporte une modernité. Et moi, je ne dis pas qu'il y a une concentration féroce du pouvoir. Vous me dites modernité, mais retour à une 5e République version gaulienne. Juste un mot. Un équilibre entre le président et le Premier ministre. Une des erreurs de François Hollande, en particulier
face au problème principal qui était le problème du chômage, c'est qu'il s'est posé comme redevable. Il n'aurait jamais dû le faire. Il aurait dû dire, Monsieur le Premier ministre, le problème le plus important pour les Français, c'est le chômage, je compte sur vous pour régler ce problème. C'est le piège de sa promesse. Olivier Babot. Le grand intérêt du silence qu'on observe aujourd'hui, silence paradoxal, puisqu'à la fois notre président est silencieux et à la fois il est présent. Donc c'est une présence silencieuse ou un silence présent. C'est très bizarre. Quand même. Oui. Oui, une cascade d'images, mais organisée. On sait très bien que la spontanéité en communication, ça se prépare, ça se travaille. Et là, c'est formidablement préparé, formidablement conservé, puisqu'on sait très bien que les ministres n'ont pas le droit de prendre la parole sans être relus derrière et que les conseillers n'ont vraiment pas le droit de prendre la parole. Il y a un contrôle comme jamais dans la communication. C'est un contrôle ou un verrouillage? Parce que les deux mots, il y a une nuance importante. En tout cas, on sait très bien que, d'expérience, on sait que les couacs arrivent quand vous avez des gens qui parlent librement, qui essayent de jouer un petit peu leur propre stratégie. Effectivement, il y a une opposition d'ailleurs entre la stratégie et la tactique. La stratégie, c'est vraiment celle du président. La tactique, c'est derrière celle du Premier ministre. Et alors, le grand avantage, c'est la communication, c'est comme la monnaie. Si vous en avez beaucoup, elle s'use. La valeur s'use. Alors la monnaie, c'est l'inflation. Et la valeur de votre parole baisse. Et bien là, la valeur de la parole de Macron augmente au fur et à mesure qu'il se tait. Au détriment de qui? De la valeur de la parole du Premier ministre? C'était ma question. Exactement, parce que c'est lui qui s'use. Le pouvoir use forcément. C'est lui qui va s'user sous le feu. Et lui, derrière, le président qui constitutionnellement, contrairement au Premier ministre, ne détermine pas et conduit pas la politique de la nation, n'est-ce pas? Ça, c'est le Premier ministre constitutionnellement. Lui, il est garant des institutions et du respect de la Constitution. Donc, ça vous donne forcément, là encore, constitutionnellement, un rôle complètement en retrait qui fait que théoriquement, vous n'êtes pas sous les balles. Donc vous n'usez pas. Ça, c'est la référence à l'article 20 de la Constitution sur le rôle du gouvernement et du Premier ministre. Mais si on regarde les faits aujourd'hui, je vous rappelle qu'il y a un sondage qui est sorti dimanche qui disait 64% pour Macron, 64% pour le Premier ministre. Donc, aujourd'hui, on est quand même dans un équilibre. Il est très tôt encore, quand même. Très tôt. Alors c'est tôt, mais disons qu'aujourd'hui, ça fonctionne. La deuxième, ça ne peut pas ne pas vous avoir interpellé, même si peut-être que les Français ne prêtent pas attention à la date, mais quand même, la prise de parole du président à la veille du discours de politique générale, c'est totalement inédit. Est-ce que c'est pas la déclinaison du je décide, il exécute? Si c'est dit, ok. Non, mais là, il n'y a pas d'ambiguïté. Je l'ai rappelé tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui définit la stratégie et l'autre qui fait en sorte que cette stratégie soit appliquée par un développement de stratégie des moyens. Vous devez préalablement expliquer la stratégie. Donc, on est dans une hiérarchie de temps qui est tout à fait respectée. Le président de la République fixe les grandes directions de son quinquennat et le Premier ministre mettra en application les choses. Alors, pour revenir sur Emmanuel Macron, sur cette dialectique aujourd'hui qu'on peut voir, c'est-à-dire il est très discret mais il est extrêmement présent, il y a une façon d'éviter tout ce qu'a fait François Hollande. Moi, je me rappelle la photo de François Hollande lorsqu'on le prend comme président. Il est évident que vous cassez la magie institutionnelle du président de la République lorsqu'on voit les arrière-plans, lorsqu'on va raconter de l'histoire comment la photo a été faite. Mais quand la photo est faite, les endroits où le président il n'est pas bien, il est décoiffé. Plus grave, j'allais dire, le livre quand même des deux journalistes qui a peut-être été... Alors tout ça s'accumule. Et puis François Hollande avait oublié quand même un maître de la communication qui s'appelait Jacques Pilan, qui a conseillé à la fois Jacques Chirac et François Mitterrand en son temps. Et Jacques Pilan, c'était justement le grand horloger de la parole. Mais quand même. Et la rareté de cette parole. Olivier Babot, cette prise de parole, Claude Posternac nous rappelle la répartition de rôle. Et c'est exactement ce que dit ce soir d'ailleurs Matignon. Matignon dit non au président, le cap, à nous, la déclinaison des réformes. Très bien, mais tout ça, on le savait. Mais quand même, cette temporalité, elle peut nous interpeller. C'est-à-dire que le lundi, grand discours du président devant les députés, les sénateurs, image imposante. Le lendemain, nous parlerons encore de ce discours, au moment même où le Premier ministre va le faire. Est-ce qu'il n'est pas ainsi anesthésié, cannibalisé malgré tout ? Je crois que ce sera très difficile de ne pas voir dans le Premier ministre un exécutant. Même si on a quand même vu pendant la campagne la capacité d'Emmanuel Macron, à travers ses discours, à avoir des discours, disons, pour le voir de façon positive, suffisamment généraux, suffisamment au-dessus de la mêlée, pour le voir très positivement, pour qu'un Premier ministre derrière puisse avoir un discours de politique générale qui, lui, soit forcément plus précis, plus spécifique, et que les deux paraissent réellement articuler, effectivement, la stratégie et la tactique. Ça sera très intéressant de regarder les deux textes. Ce sera intéressant de savoir qui les écrit vraiment derrière, finalement. Est-ce que l'Élysée a écrit celui de Macron et de Matignon, pardon. Est-ce que Matignon a osé suggérer quelque chose à Macron? Ça m'étonnerait. Il y a de très jolis morceaux à quatre mains.
il y a certainement de très jolis Et on morceaux. va voir aussi si tous les parlementaires vont se rendre au Congrès. Ça, c'est une vraie question, Claude Postin, parce que ça commence à grogner. On va regarder peut-être un tweet déjà de Jean-Christophe Lagarde. Il y en a eu d'autres. On va regarder celui-ci. Il va s'afficher sur l'écran. Le voici. Je n'irai pas au congrès de Versailles lundi. 1, c'est inutile et coûte cher. 2, ça rabaisse le gouvernement. 3, le président de la République n'a pas besoin de nous pour sa com. Alors, au-delà de ce qui est décrit quand même, ne pas s'y rendre, est-ce que c'est une attitude républicaine aussi? Là, d'abord, l'émetteur Jean-Christophe Lagarde est quand même un émetteur un peu faible aujourd'hui. Ah, mais il peut y en avoir d'autres d'émetteurs. Attention, l'effet boule de neige. Je fais référence à cet émetteur. Bon, c'est un émetteur faible. Bon, ça, c'est une première réalité. Après, écoutez, on est dans l'esprit de la Ve République. Alors, réécrite, je vous rappelle que cette Ve République qui permet au président de s'adresser au Parlement, c'est Nicolas Sarkozy qui l'a instituée en 2008. Parce qu'avant, il fallait remonter la Troisième République pour que le président de la République puisse parler devant les chambres. Donc, on est quand même dans un cadre qui est un cadre républicain, qui a été institué par des hommes de droite. Donc, moi, je trouve qu'il serait tout à fait légitime que les républicains de droite se conforment à des décisions qui ont été prises à un moment donné par leurs représentants et en particulier M. Sarkozy. Puisque vous parlez de la droite, Olivier Babot, une réaction sur ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale cet après-midi sur la répartition des postes de questeurs. Ça peut paraître anecdotique, mais ça ne l'est pas, car l'un des postes devait revenir à l'opposition. L'opposition la plus importante aujourd'hui, c'est le groupe Les Républicains. Et après une forme de bataille, un peu de tambouille aussi politicienne, eh bien, ce poste de questeur est revenu aux constructifs Les Républicains. Et on peut dire qu'il n'est pas dans une opposition franche à Emmanuel Macron, c'est le moins qu'on puisse dire. Qu'est-ce qui s'est passé là? Oui, alors ça paraît très technique, mais on est là dans un bras de fer qui est très très intéressant et dont l'aboutissement va être très intéressant parce que ça va peut-être signer soit la renaissance de ces cendres un peu de la droite, soit peut-être le dernier clou sur son cercueil, en tout cas pour l'instant. Parce qu'en effet, derrière ces questions de préséance, il y a une vraie question. Est-ce que à ce groupe des Républicains constructifs, qui sont à la fois dans l'opposition tout en n'étant pas dans l'opposition, qui ont un positionnement très très bizarre, le fait de leur donner un siège, pour simplifier, qui était traditionnellement, depuis un moment, depuis les années 70, je crois, c'était pas depuis toujours, mais depuis les années 70, réservé à quelqu'un de l'opposition, un poste très important, celui du questeur. Le questeur, c'est celui qui va gérer les 350 millions d'euros du budget de l'Assemblée nationale, ce qui est quand même assez important. C'est à la fois une valeur symbolique et une valeur, on pourrait dire, pratique, qui est très très importante. L'espèce de bataille, de bras de fer de la droite traditionnelle qui dit qu'il faut en gros que Solaire démissionne et que le bon droit revienne à la droite classique, va être très intéressante parce que si la droite remporte, encore une fois, ça va être pour eux une renaissance. Si elle n'arrive pas à gagner ce bras de fer, ça va être un peu dur pour eux. Ça va montrer finalement leur baisse, ça va être un signal très fort de leur baisse de la capacité d'influence à l'Assemblée. C'est particulier, Claude Postin, vous avez dit tout à l'heure, et c'est normal, il faut une opposition. Il faut une opposition en forme dans un pays, c'est un signe de vitalité. Est-ce que le fait qu'un poste comme celui-ci échappe quand même à l'opposition, qui est la vraie opposition pour le moment, est-ce que ce n'est pas inédit et même peut-être un peu troublant, on va dire? D'abord, aujourd'hui, jusqu'à présent, M. Solaire n'est pas membre d'En Marche. Oui, mais enfin, il a un pied dedans, un pied dehors. Non, mais il est dans une logique qui a été, je vous rappelle, au moment de la loi El Khomri, la droite aurait dû voter normalement ce texte. Et lorsqu'on allait dans les couloirs, il disait, moi je suis tout à fait d'accord avec le texte, mais je ne peux pas le voter parce que je suis de droite. Les Français ne veulent plus de ça. Non mais très bien, mais il faut quand même une opposition. Oui, mais pourquoi ce poste-là dévolu d'habitude à l'opposition, qui est le plus important? Je considère aujourd'hui que les Républicains sont en recomposition comme l'ensemble de la gauche. On ne sait pas où va se dessiner la gauche entre les différents courants. On ne sait pas de la même façon comment va se dessiner la droite. Donc c'est très difficile d'arbitrer par avance un débat qui n'a pas encore eu lieu à la droite, qui n'a pas encore été tranché ni à droite ni à gauche. En attendant, il y a une partie des Républicains qui ont simplement dit « nous sommes dans l'opposition, mais lorsque des textes permettront de faire avancer le pays et de transformer ce pays, ce que tout le monde souhaite, nous les voterons ». Bon, leur donner la possibilité d'avoir un poste qui est un poste important, je pense que ça va plutôt dans le bon sens. Ce n'est pas l'usage. Normalement, il va vraiment au groupe d'opposition le plus important. Nous serons attentifs demain quand même. Mais les Républicains, c'est le groupe le plus important. Ils sont dans les Républicains. À qui sera attribuée la présidence de la Commission des Finances demain? C'est un poste vraiment très stratégique et clé. On va poursuivre notre débat sur la raréfaction de la parole présidentielle. On l'a dit tout à l'heure, parole rare, avalanche d'images et quelques mises en garde quand même. On va écouter. C'était tout à l'heure les propos du porte-parole du gouvernement concernant la presse et la ministre du Travail.
Muriel Pénicaud n'a pas contesté l'irrégularité et elle a réagi en provoquant un audit, puis une inspection générale. Maintenant, il y a une enquête. Cette enquête doit permettre d'y voir clair. Je nous invite à attendre les résultats de l'enquête avant de montrer du doigt tel ou tel qui serait en responsabilité. Et je vous invite même à ne pas chercher à affaiblir, et ce n'est pas le cas de votre question, à ne pas chercher à affaiblir tel ou quel, parce que vous avez raison, on est dans un moment important pour la ministre du Travail. Olivier Babou, je vous laisse réagir. On sait très bien, on a dit que c'est un moment important pour le ministre du Travail. Ce n'est pas seulement pour le ministre du Travail, c'est un moment important pour le gouvernement, pour Emmanuel Macron. Parce qu'on sait très très bien que cette loi travail, c'est le premier grand col du Tour de France, on pourrait dire, de la course du quinquennat qui commence. C'est une loi extrêmement, potentiellement explosive. Mais pour autant, il ne faut quand même pas arrêter d'écrire des articles, d'enquêter et de faire son travail. C'est une déclaration qui moi, à titre personnel, me trouble un peu, effectivement, me désarçonne, parce que ça pose effectivement la question du rapport qu'on veut créer aujourd'hui entre les journalistes et le pouvoir politique. Je crois qu'il faudrait peut-être qu'on soit un petit peu plus clair sur des rapports de séparation très très clairs entre le pouvoir médiatique, qui est indéniable, n'est-ce pas, et les différents pouvoirs. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un petit peu peut-être une communication de la part d'En Marche quand même qui se cherche, enfin d'En Marche, du président. Non, mais en tous les cas, il y a une réécriture à faire avec le rôle du politique par rapport à la presse. La presse, il y a une règle démocratique, c'est que la presse, elle est là pour parler et de dire ce qu'elle a à dire. La raison d'État n'existe pas pour la presse et il faut qu'on reste dans ce domaine-là. Simplement, M. Castaner, qui est quand même un rôle émergent aujourd'hui, une nouvelle figure politique et qui assure un rôle toujours extrêmement difficile, qui est celui du porte-parole, fait prendre conscience combien cette loi va être la mère de toutes les batailles. Je vous rappelle un chiffre qui est complètement passé inaperçu, mais qui est quand même pas un petit chiffre. Vous allez sur la loi travail, mais je vous ramène quand même à la communication. Non, mais juste un chiffre, parce qu'il n'est pas négligeable. Il y a 2 jours, Pôle emploi a sorti ces chiffres. Alors, ils ont sorti un premier communiqué, la presse a cité la classe A et B et C. Ils ont oublié DE qui est sorti à 19h, un petit peu plus tard. Ben, je vous annonce que Pôle emploi, pour la première fois, on a passé le cap des 6 600 000 personnes inscrites à Pôle emploi. Oui, mais malheureusement, et on le sait, et donc quelle conclusion ? Non, c'était simplement pour vous expliquer que le rôle de cette loi, la loi travail, elle est fondamentale, parce que ce qui guide le gouvernement, c'est comment on remet aujourd'hui les gens... Tout le thème du précédent débat, Claude Postinac, c'était de savoir vraiment si ça a un impact sur le chômage, et c'était un vrai débat, en tous les cas, au sein des économistes, nous ne faisons pas partie, ça je ne sais pas, mais en tous les cas... Mais moi, je peux vous donner des chiffres. Par exemple, l'INSEE, qui est quand même des gens extrêmement prudents, sur les seuils, par exemple, qui sont les seuils syndicaux... On ne va pas refaire le débat, mais oui. On imagine que ça peut être une loi importante pour le gouvernement, puisqu'il l'a annoncé, mais je reste vraiment sur la communication. Je crois que c'est vraiment intéressant, c'est de voir que le quinquennat Hollande avait été très pollué par les coulisses. On avait vu quasiment que les coulisses, et à la fin, on ne voyait plus qu'elles. Parce que justement, on avait eu, comme jamais, des livres entiers qui nous racontaient les coulisses. Et Macron est en train de prendre le contre-pied total, c'est-à-dire qu'on ne peut plus voir les coulisses, c'est fermé, c'est terminé, vous n'entrez plus. Vous avez droit à la mise en scène, vous avez droit au théâtre, et vous devriez effectivement vous contenter de ce qu'on vous propose. Et bien, le rôle des médias, théoriquement des journalistes, c'est d'essayer d'aller voir derrière le rideau. Et aujourd'hui, on leur conteste un petit peu ce rôle. Il va falloir à un moment donné que peut-être mais c'est un véritable on arrive défi, à retrouver en une partie des coulisses. C'est une manière de travailler qu'il va falloir réinventer, Claude Postinac, parce qu'il y a besoin de l'information. C'est notre rôle évidemment d'informer. Et quand l'information se fait rare, eh bien, soit on va la chercher ailleurs, mais on ne peut pas commenter des images. Donc c'est encore une alchimie qui doit être trouvée entre ce nouveau pouvoir et puis les autres contre-pouvoirs aussi. Complètement. Mais je pense qu'il faut le réfléchir, il faut l'organiser à la fois dans l'opposition démocratique politique au Parlement, à la fois aussi dans les rapports avec les médias. Tout est à réinventer, c'est-à-dire ce mot révolution, je pense qu'il va aller très très loin. Il n'a pas encore touché le porte-parole du gouvernement, ses propos restent quand même troublants. Vous le partagez, cela? Oui, alors écoutez, là, je connais un peu Christophe Castaner et je sais combien il est respectueux de la démocratie, combien il est respectueux des médias. La phrase qu'il a prononcée, quand même, elle n'est pas non plus d'une extrême violence. Je dis sans ambiguïté
que les médias doivent être dans leur rôle, et leur rôle, c'est de tout dire à tout moment. Simplement, d'un autre côté, il est aussi dans son rôle quelque part de dire il y a un enjeu majeur aujourd'hui pour le pays. Cet enjeu est important parce que c'est de remettre quand même tous les gens, les 8 millions de Français qui sont hors du système, au cœur du système. Puisque chacun est dans son rôle, chacun va travailler dans la direction qui est la sienne. Merci en tous les cas pour ce débat et vos analyses. Et la suite de votre émission, le grand entretien à suivre avec l'historien Dimitri Casali. Mais d'abord, c'est le tour d'horizon de l'actualité du jour. Donald Trump a dit oui à Emmanuel Macron. Le président des États-Unis assistera au défilé du 14 juillet à Paris. Il a été invité hier par l'Élysée pour commémorer le centenaire de l'entrée des États-Unis dans la Première Guerre mondiale. Emmanuel Macron a par ailleurs annoncé qu'il ne se plierait pas à la traditionnelle interview présidentielle du 14 juillet. Je viens de rencontrer le président de la République. Nous avons abordé ensemble à la fois la décision qu'il m'a annoncée de réunir le Congrès, de parler devant le Congrès, ce qui est constitutionnellement, j'allais dire, dans les pouvoirs du président de la République. J'en ai pris acte. Face aux critiques, Édouard Philippe défend la réunion du Congrès par Emmanuel Macron. Le président de la République s'adressera au Parlement le 3 juillet, soit la veille de la déclaration de politique générale du Premier ministre. Le chef du gouvernement a estimé que leurs deux interventions seraient complémentaires. Mais pour certains parlementaires, le président de la République ne devrait pas s'exprimer devant le Parlement avant son Premier ministre. C'est une vision des institutions qui est excessivement présidentialiste dans un régime parlementaire. Et moi, je pense que ça affaiblit le Premier ministre. Certains parlementaires ont annoncé qu'ils ne se rendraient pas au Congrès. D'autres attendent d'en savoir plus. Si c'est simplement pour écouter Monsieur le Président de la République, je trouve que c'est un peu léger que de réunir le Parlement en Congrès. Si c'est pour qu'il y ait un débat de nature politique sur son projet politique, les choses peuvent s'examiner. À l'Assemblée nationale, elle avait 10 jours pour déposer un recours contre l'élection de Manuel Valls. Farida Amrani l'a déposé aujourd'hui au Conseil constitutionnel. La candidate malheureuse conteste la victoire de Manuel Valls dans la première circonscription de l'Essonne. Son équipe dénonce des irrégularités dans plusieurs bureaux de vote. Le recours n'étant pas suspensif, Manuel Valls reste député en attendant la décision du Conseil constitutionnel. Les rythmes scolaires, nous le savons, là aussi, ont généré des satisfactions et des insatisfactions. Pour aller de l'avant, ce que nous voulons, là encore, ça n'est certainement pas un retour en arrière. Dans la France de demain, il y aura encore évidemment des communes à 4 jours et demi, et il y aura des communes à 4 jours. Ce que nous souhaitons, c'est des communautés satisfaites avec leur situation. Je rappelle qu'aucune étude ne montre la supériorité de 4 jours et demi sur 4 jours, ni de 4 jours sur 4 jours et demi. Les victimes de l'amiante dénoncent un scandale judiciaire. Le parquet de Paris requiert l'arrêt de l'instruction. Depuis 20 ans, des enquêtes pénales sont en cours contre des entreprises ayant exposé leurs salariés à l'amiante. Le parquet estime que les pathologies sont bien liées à cette fibre cancérigène, mais qu'il est impossible de dire à quelle date les salariés ont été intoxiqués. Cette conclusion pourrait conduire à un non-lieu dans une vingtaine de dossiers. Économie. Bruno Le Maire annonce une concertation sur le dispositif des soldes. Le ministre de l'économie l'a annoncé ce matin à l'occasion de l'ouverture des soldes d'été. Une fois ces 6 semaines de démarque achevées, les acteurs du commerce seront invités à se réunir pour discuter de la date d'ouverture et de la durée des prochaines soldes françaises. Des points sur lesquels les grands magasins et les commerçants indépendants ont des intérêts opposés.
Mon invité ce soir est historien, spécialiste de l'enseignement et de la vulgarisation de l'histoire. Il a été durant de nombreuses années professeur. Il est l'auteur de plus d'une quarantaine d'ouvrages et il publie La longue montée de l'ignorance aux éditions First Éditions. Dimitri Casali, bonsoir. Bonsoir. On va parler vraiment en détail de votre livre, mais d'abord une question d'actualité avec le président qui va donc s'exprimer lundi, qui va réunir le Parlement en congrès. Est-ce que selon vous, il y a vraiment deux visions qui s'opposent ? Soit on dit qu'Emmanuel Macron revient à l'épure même de ce qu'est la Ve République, à son essence, et d'autres qui dénoncent cette forme de concentration de pouvoir, d'autorité. Où est la réalité, la vérité selon La vous ? Ve est un régime présidentiel et c'est vrai qu'Emmanuel Macron est vraiment s'introduit dans les habits du président de la République d'une manière magistrale. Ça, on ne peut pas lui reprocher. Ce n'est pas moi qui suis toujours de tendance bonapartiste qui vais lui reprocher ça, et même ses ressemblances avec Bonaparte. Ben justement, souvent, cette comparaison historique. Pourquoi cette comparaison ? Parce qu'il va vite comme lui, qu'il est en conquête permanente ? Oui, parce qu'il a de l'audace et il est malin. C'est sûr qu'on sent aussi parfois même un germe presque dictatorial derrière Emmanuel Macron. On va bien le voir avec les ordonnances, ça c'est sûr. Donc il va faire une utilisation forcenée. Donc pour vous, c'est un héritage très gaulien. Certains emploient également le mot, l'expression monarque républicain. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire pour l'historien que vous êtes ? La France est le produit d'un double héritage, à la fois monarchique et chrétien, mais aussi républicain et laïque. Et il faut absolument en tenir compte pour comprendre ce qui fait toute la culture et l'histoire de France. Et Emmanuel Macron, qui connaît très bien ces classiques, essaie justement de reprendre... Quand il va voir justement rendre hommage à Jeanne d'Arc à Orléans, on sent bien qu'il essaie de réconcilier tous les Français. Il sait que les Français aujourd'hui ne peuvent pas se parler, ne peuvent plus se parler. Il y a un fossé qui les sépare indéniablement et il essaie de réconcilier par tous les moyens. C'est un défi énorme. On va voir ce que cela va donner, son quinquennat va donner dans le concret, dans les actes. Mais est-ce que déjà, une dernière question sur lui, sa volonté, son énergie peuvent être, faut faire attention, il ne va pas transformer les choses encore, mais un antidote au déclinisme, à un climat quand même un peu défaitiste que nous connaissons en France ? Alors je le crois, mais il faut qu'il s'entoure bien et correctement. Et malheureusement, dans son entourage, certains ministres me déplaisent fortement. Ce qui n'est pas le cas de Jean-Michel Blanquer, que je connais et qui est vraiment remarquable. Venons-en à votre livre, Dimitri Casali, La longue montée de l'ignorance. C'est un véritable paradoxe que vous expliquez au moment où les progrès technologiques sont fulgurants, vraiment dans tous les domaines, au moment où la science progresse, où le savoir est accessible. Eh bien, c'est à ce moment-là, c'est à cette époque-là, où il y a une longue montée de l'ignorance. Comment vous l'expliquez ? J'ai mis en corrélation en fait l'effondrement de notre école, qui est quand même le pilier de la société française, avec l'arrivée de la fameuse révolution numérique, l'arrivée d'Internet, qui cause vraiment de graves dommages dans la génération des 15-25 ans. Puisqu'Internet est un merveilleux instrument pour les plus âgés, mais pour les plus jeunes, c'est vraiment désastreux. Et à cause effectivement il faut savoir que 25% des informations qui circulent sur Internet sont des fake news, des fausses informations. Et les premiers atteints sont effectivement cette jeune génération qui n'a pas les bases, les fondamentaux que donne l'école républicaine. Et cet effondrement de l'école est tragique, puisqu'aujourd'hui, comme vous le savez, il y a pratiquement 6 millions, il y a 3 millions d'illettrés plus 3 millions d'analphabètes, donc il y a 6 millions de Français qui ont des graves problèmes pour lire et écrire le français. Et ensuite, effectivement, il y a un manque de culture générale, absolument dramatique. Il faut voir, c'est la fin de ce qu'on appelait autrefois les humanités, cette fameuse culture classique. On le voit bien avec la suppression de l'épreuve de culture générale à Sciences Po. À l'ENA, en 2015, on a supprimé l'épreuve de culture générale pour la remplacer par une épreuve sur l'utilité publique. Et je ce trouve sont ça tous complètement ces aberrant. renoncements en fait que vous dénoncez. Alors l'école est au cœur de votre livre, mais pour ceux qui connaissent vos différents ouvrages, l'école est au cœur de votre travail. Je pense à Désintégration française, où vous insistiez, Dimitri Casali, sur la chronologie de l'histoire. Vous êtes contre les thématiques généralistes, vous insistez sur les personnages de notre histoire. Alors ces sujets, semble-t-il, sont portés par le nouveau ministre de l'Éducation. Ça, c'est un point positif, important ?
Oui, c'est une divine surprise. Quand j'ai entendu son nom, carrément. j'ai cru que vous le saviez peut-être. Il y avait d'autres noms circulés, dont un nom qui me faisait froid dans le dos, puisqu'elle était sympathisante des frères musulmans. Donc c'est vrai. On va pas dire de nom. En tous les cas, pour ce nouveau ministre de l'Éducation, et sur ce sujet de la connaissance en fait de notre histoire, dites-nous vous, selon vous, Dimitri Caselli, pourquoi la connaissance de notre histoire, la conscience de notre histoire, elle peut nous permettre justement de freiner cette longue montée de l'ignorance. Pourquoi ? Eh bien, d'une part, la culture générale et l'histoire donnent des références et des repères communs. C'est d'avoir une histoire commune, explique une volonté commune de vouloir aller vers l'avenir. Si l'on veut marcher vers le futur, il faut toujours retourner à ses racines. C'est vraiment la base de toute société, mais depuis le monde antique gréco-romain. Et aujourd'hui, depuis les années 80, les fameux fléaux des pédagogistes, comme on dit, des disciples de Bourdieu, on peut les nommer là, ils sont connus, Philippe Mérieux, François Dubé, veulent éradiquer les racines, la transmission des savoirs et des connaissances pour les remplacer par des compétences. C'est un peu technique, mais c'est vrai que ça fait énormément de mal à un pays comme la France, qui est le plus vieil État-nation au monde. Nous avons 2000 ans d'histoire, c'est quand même, il faut en tenir compte. Et malheureusement, aujourd'hui, en voulant supprimer nos racines, on cause énormément de dommages pour les jeunes générations. Il y a un vide spirituel qui se crée chez les 15-25 ans, et ce manque d'élan spirituel est remplacé par du fanatisme, par l'obscurantisme et par les réseaux sociaux. Mais pourquoi et qui aurait honte des racines, de nos racines, comme vous dites? Et je peux ajouter, pourquoi est-ce qu'il y a toujours autant de crispation autour de cette matière, autour du récit national? C'est un débat qui est toujours permanent et il semble indépassable aujourd'hui. Pourquoi? Est-ce que c'est une spécificité française? C'est une spécificité. La France est le seul pays au monde, depuis la misérable loi Taubira de 2001, je parle, la loi mémorielle Taubira. Misérable. Qui a fait des dommages, qui a causé des dommages considérables à l'enseignement de l'histoire, puisqu'elle institue la repentance comme vraiment l'idéologie suprême de l'éducation, de la transmission de Et là, à partir de 2001, il y a une rupture dans l'enseignement de l'histoire. On voit qu'il y a une espèce de honte et de détestation de la France, qui est sous-jacente, qui est vraiment dans chaque paragraphe, vous le voyez, du Moyen-Âge jusqu'à pourquoi Louis XIV et Napoléon, qui étaient traités, qui étaient quand même de véritables... ce sont les modèles de notre histoire. Ce sont les modèles que les touristes étrangers nous envient. Il faut savoir que la France reste la première destination touristique au monde. 83 millions de touristes chaque année. Il y a des modèles, il y a des moments... Ces deux personnages sont totalement inexistants dans les manuels scolaires. Il y a aussi des moments sombres, il y a des moments moins glorieux, il y a des moments où peut-être ou pas il aurait fallu faire une repentance, pas à peine qu'elle soit permanente. Ces moments-là, il ne faut pas les mettre sous la table non plus. Bien sûr que non, je suis l'auteur du nouveau manuel d'histoire où je prône une histoire équilibrée avec tous les aspects positifs et tous les aspects négatifs. Malheureusement, dans les manuels d'histoire, il n'y a plus que les aspects négatifs. Et c'est pour ça que ces jeunes générations sont habitées par une espèce de vide spirituel. Il n'y a plus de filiation et malheureusement, d'autres idéologies très dangereuse. Parlons-en, parce que occupe le terrain. Cette déculturation, on peut l'appeler ainsi, touche le monde occidental. Vous parlez aussi des États-Unis. Des États-Unis, où 46% des Américains, il faut le savoir, pensent que la Terre a moins de 10 000 ans. C'est absolument... Et le vice-président Mike Pence est justement sympathisant de ces fameux créationnistes qui refusent la théorie de Darwin, la théorie de l'évolution, pour faire croire que le monde a moins de 10 000 ans. C'est une aberration, bien sûr. Donc déculturation, régression et montée de l'ignorance dans le monde occidental, mais aussi dans le monde oriental ou le monde arabe. Et vous citez quelques pays où cela vous surprend en fait qu'il y ait cette régression. Tout à fait, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui dans le monde arabe publie 1% du marché du livre mondial, c'est-à-dire énormément moins qu'entre le 8e et le 12e siècle. Il y avait une profusion. Où la civilisation musulmane était à son apogée, et effectivement, le livre a été une profusion de livres. Donc c'est quand même ça m'a vraiment surpris quand j'ai lu ces chiffres, parce que je m'appuie effectivement sur des chiffres solides, souvent de l'université américaine de Yale, justement, et c'est vrai que... Donc on voit bien que cette ignorance s'est
sévit dans le monde entier, peut-être avec une petite exception en Asie où c'est assez intéressant, puisque il faut savoir que la France, désormais l'école française, est 27e au classement PISA international, et alors que nous étions 10e en l'an 2000, et dans les 5 premiers dans les années 80. Et dans les années 80, un souvenir. Il y avait des observateurs japonais qui venaient observer le système scolaire français pour essayer de l'importer au Japon. Et aujourd'hui, c'est un véritable renversement, un bouleversement total, puisque les pays asiatiques, Singapour premier, Corée du Sud deuxième, Taïwan troisième, Japon quatrième, on trust les meilleures places, et nous sommes relégués à la fin du classement, puisque en mathématiques, nous sommes bons derniers européens, et en discipline, nous sommes avant-derniers. 71e en discipline. Il y a un grave problème pour Jean-Michel Blanquer à résoudre prochainement, c'est la discipline. Il y a beaucoup de défis. À Cette montée de l'ignorance, elle pose un vrai problème parce qu'elle nourrit aussi la violence. Est-ce que c'est l'un des facteurs, même de djihadisme, de terrorisme, l'un des facteurs, évidemment, je dis bien? C'est l'un des facteurs, puisque l'ignorance, en fait, les jeunes qui ne maîtrisent pas la parole, le verbe, en sont réduits à déjà une première étape intermédiaire, à l'intolérance. Et ensuite, de l'intolérance, ils passent à la violence, bien sûr. Et on le voit effectivement dans les banlieues. Tous ces jeunes qui n'arrivent pas à s'exprimer en sont réduits à mettre le feu à. Donc c'est un devoir, écoles. en fait. C'est un devoir de lutter aujourd'hui contre cette montée de l'ignorance pour notre pacte républicain et au-delà. Voilà, je reste, à la fin du livre, j'explique, je reste optimiste, mais c'est un devoir, surtout pour un pays comme la France, pour qui l'art et la littérature ont toujours été un phare de nos grands auteurs, de Victor Hugo jusqu'à Voltaire. La France est la terre des arts et des lettres, disait déjà Joachim du Bellay à la Renaissance. Il faut savoir que quand vous voyez tout ce que la France a produit, il ne faut pas en avoir honte. C'est là que je dis arrêtons d'avoir honte de notre histoire. Vous dites arrêtons d'avoir honte, et vous dites aussi, Dimitri Kazeli, dans ce livre et d'autres, arrêtons de ce manque de hiérarchie. Finalement, de savoir comment vous expliquez, c'est ce qu'on dit, tout se vaut. Non, vous dites tout ne se vaut pas. Comment vous expliquez aujourd'hui, à travers vos différents travaux, ce fort courant du relativisme culturel ? Absolument, vous l'avez dit, aujourd'hui, c'est la conséquence du renoncement de nos valeurs et de nos repères depuis une trentaine d'années. On peut dire la rupture se produit dans les années 80. Pour l'école, c'est très net en 89, sous Lionel Jospin, où l'élève doit construire lui-même son savoir, l'élève doit apprendre à apprendre, tout ce charabia intermédiaire. On n'apprend plus à lire désormais avec la langue française les grands auteurs, La Fontaine, Molière, mais on doit apprendre à lire sur les notices d'appareils électroménagers. C'est Philippe Mérieux qui a pondu quand même cette stupidité. Et donc on voit bien qu'aujourd'hui, ce relativisme où tout se vaut crée des conséquences dramatiques, et Internet intervient, les réseaux sociaux. C'est une partie importante de votre livre, c'est la révolution numérique qui participe de cette dématérialisation selon vous. Donc c'est à la fois un formidable défi, une opportunité incroyable, et aussi, attention aux écueils. Alors, pour les plus de 40 ans, Internet est un magnifique instrument de connaissance et de savoir. Mais pour les jeunes qui n'ont pas eu ces bases, c'est dramatique, puisque effectivement, entre les fausses nouvelles, les fausses rumeurs, ces fameux complotisme, théorie du complot, vous savez, aujourd'hui il y a une surinformation qui nourrit cette ignorance en quelque sorte, puisque en fait le web génère l'illusion du savoir. J'explique très bien que ce n'est pas parce qu'on fait une recherche sur Wikipédia que l'on connaît effectivement tout de suite ce que l'article explique. Et en plus, deuxième danger, c'est Wikipédia, cette encyclopédie participative, est très bien pour les sciences exactes, pour les mathématiques, la physique, mais pour les sciences humaines, c'est catastrophique, et en histoire particulier. Il faut savoir qu'il y a plus d'articles sur Homer, sur Homer Simpson, la série télévisée, que sur Homer de l'Iliade et l'Odyssée. Mais donc c'est aux futures générations de trouver finalement le mix, l'équilibre. Évidemment que dans leur environnement, la révolution numérique, elle va aller grandissante avec ses bouleversements. C'est à eux, c'est à nous-mêmes finalement, à nos enfants, de trouver cet équilibre entre, j'allais dire, un savoir qui est donné, qui est jeté avec ces fake news, et puis la vérité, le chemin plus raisonnable.
Oui, il faut apprendre à croire. Umberto Eco disait justement, que je cite à la fin du livre, qu'on a donné la parole justement aux amateurs, hein, même à une génération aussi. Il dit à une génération d'imbéciles. Le poids de la parole d'un prix Nobel a autant de poids que celui d'un imbécile. Et c'est vrai que c'est dangereux, puisque on voit bien que la disparité, l'inégalité entre les riches et les pauvres, les riches savent croiser leurs sources. Il faut apprendre justement à tous ces jeunes à croiser leurs sources, à avoir l'esprit critique. On en revient toujours aux valeurs essentielles de ce qui constitue la France, hein, l'esprit critique, la liberté d'expression, et effectivement se méfier aussi des fausses informations. Vous en avez parlé, ces fausses informations, elles ont aussi traversé notre vie politique ces derniers temps. L'ancienne ministre de l'Éducation, je crois savoir que vous ne la portez pas dans votre cœur, elle s'en est beaucoup plainte. Mais a raison aussi quand on voit dans le détail. Est-ce que vous lui reconnaissez cela ? Oui, puisque quelque chose qui m'avait choqué, c'est le lendemain de l'attentat de Charlie, en janvier 2015, Najat Vallaud-Belkacem avait reconnu qu'un jeune sur 5 dans les écoles françaises croyait à la théorie du complot. Ça m'avait sidéré. C'est là que j'ai eu un peu l'idée de cet ouvrage, de ce livre. Et c'est vrai que moi-même, le lendemain de cet attentat, je me suis dit, il va falloir agir, il faut absolument agir, puisque, en fait... Et vous l'avez fait, je crois que c'est un livre à paraître. Voilà, c'est un livre qui va paraître pour la rentrée, pour les enfants, pour les plus jeunes, qui est un petit manuel des valeurs et repères de la France. Hein. Tout ce que vous devez savoir quand vous habitez ce beau et grand pays qu'est la France. Merci Dimitri Casali. Je rappelle le titre de ce livre-là, en tous les cas, c'est La longue montée de l'ignorance. Chez First Édition, on aura l'occasion de parler de vos prochains ouvrages. Merci encore. Merci, on arrive presque à la fin de l'émission. Comme d'habitude, à suivre, ce sont les moments choisis sur Public Sénat. Faut pas perdre de temps. Les ordonnances, ça s'est toujours fait dans la Ve République, quels que soient les gouvernements. Tous ceux qui les ont critiqués en ont fait après. Ceux qui ont dit qu'ils en feraient peu en ont fait beaucoup. C'est un moyen d'aller vite. C'est vrai que le Parlement, il est élu très tard dans l'année, fin du mois de juin, début des vacances, pause estivale. Ensuite, ça reprend au mois de septembre. Il y a des élections sénatoriales dès le 24 septembre. Donc accélérer un peu le calendrier parlementaire par le biais des ordonnances, ça me paraît tout à fait légitime. Des candidats estampillés En Marche partout ou éventuellement des listes sur lesquelles il y aura le label majorité présidentielle avec la possibilité d'une inscription dans d'autres groupes. En tout cas, c'est un débat que nous avons actuellement puisque l'on voit bien que la réalité du Sénat est très différente de celle de l'Assemblée nationale et qu'un certain nombre de personnes sont très attachées à pouvoir soutenir la politique du président de la République et en même temps de pouvoir rester dans leur groupe d'appartenance. Les élus, nous l'avons redit au ministre, doivent absolument faire l'objet d'un partenariat. À partir de maintenant, ils ont été trop maltraités ces dernières années. Ils doivent être considérés comme des partenaires à part entière. Et quelle que soit la décision, notamment quand elle affecte l'organisation de l'école, la mise à disposition de moyens par les communes, eh bien, doit être en effet anticipé, débattu, discuté. Maintenant, il y a des communes qui continuent à être dans les plus grandes difficultés pour cette histoire des rites scolaires, qui se trouvent satisfaits de cette décision. Attention, ça ne veut pas dire revenir absolument à la semaine de 4 jours. Je suis bien d'accord sur le fait que la vaccination contre l'hépatite B peut avoir été suspectée de favoriser, dans certains cas, des maladies neurologiques. Mais qu'est-ce qu'elle a évité aussi comme mort d'origine hépatique En ce moment, on remet en question la vaccination qui a sauvé des millions de gens sur Terre. On dit oui, ça peut être dangereux la vaccination. Oui, d'accord, peut-être dans certains cas, mais qu'est-ce que ça a évité comme mort? Il faut quand même pas non plus tomber dans l'excès inverse. L'homme d'État est celui qui est à l'opposé du déterminisme. Ce n'est pas quelqu'un qui est fait par sa classe sociale, ce n'est pas quelqu'un qui est fait par sa formation, ce n'est pas quelqu'un qui est fait par son ADN, c'est quelqu'un qui croit en ses valeurs. C'est fondamentalement l'exemple même de l'humanisme, c'est-à-dire c'est la personne humaine qui est la solution aux problèmes que nous pouvons trouver. Et la personne humaine, la meilleure, c'est moi. Et c'est cette capacité que j'ai à croire dans mon destin, à croire dans mon avenir, à croire dans le potentiel d'énergie que j'ai, que je vais atteindre ces objectifs. Alors, tu me le constates?
Fikare wa ibiji fide. Ya mi no ji fini eri ori. Ero ji fi same, eno ji keze. No yi same o. No njawe o. Zo mo ri ma no fi ai. O ma re to su sin pe ya. Pete jeni mi, to su jeni no gese pe gbe. Bono wa zan no fi. Et on arrive à la fin de cette émission. Merci encore de votre fidélité. Votre rendez-vous matinal demain, c'est Territoire d'Info. Je vous retrouve avec plaisir à 22h. Belle fin de soirée à vous.